3, 2, 1. Discovery, your go for APU shutdown on time. Notre chère planète bleue est en train de virer au rouge. Il y aurait fusion d'une partie de la calotte glaciaire. Le temps n'est plus aux demi-mesures. La planète a la fièvre, le réchauffement climatique est bel et bien provoqué par l'homme. Réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère. Une quantité chaque jour croissante de charbon et d'hydrocarbures est brûlée dans le monde. Montée des eaux, noyade. Il est en train de paniquer les populations. Nous sommes en 82, après Chuck Norris. Crise climatique et épuisement des ressources mènent le monde au bord de l'effondrement. Des 4 coins de Normandie, des héros se lèvent pour sauver l'humanité avant qu'il ne soit trop tard. Voici leur histoire. Ouais, je sais, j'aurais pu rêver plus sobrement. Bonjour, je m'appelle Eric. Mais c'est tellement plus cool d'arriver comme un super-héros. Et si on commençait un documentaire sur l'environnement en disant que le pétrole, le gaz, le charbon sont une bénédiction pour l'humanité. Des sources d'énergie au potentiel inouï qui nous ont attendus bien sagement sous la roche pendant des millions d'années. Et malgré le passage d'un nombre incalculable d'êtres vivants à la surface du globe, l'homme est la seule espèce capable de tirer parti de cette ressource prodigieuse. Grâce à elle, il a pu maîtriser son environnement et faire évoluer ses compétences. C'est comme si l'homme s'était doté de super pouvoirs. Agriculture, médecine, industrie, infrastructure, des avancées phénoménales ont été accomplies. Mais on a allé trop loin. On n'a pas su se limiter. C'est ce qu'on appelle le progrès. Aujourd'hui, c'est l'avènement de l'éphémère, de l'inutile, du jetable. Si bien qu'en moins de 2 siècles, on aura réussi à tarir les ressources. Je me demande ce que les bâtisseurs de cathédrales et de pyramides penseraient de nous en voyant tout le gâchis qu'on a fait. Si on considère l'ensemble des Français qui ont moins de 1 km pour aller au travail, 60% d'entre eux prennent leur voiture tous les jours. Non mais sérieusement, on est cons ou quoi? Alors est-ce que c'est qu'on est con? Peut-être, ça c'est possible. On peut se dire aussi que le plus simple, c'est de continuer à faire ce qu'on a déjà fait. Si en plus, le pire n'est pas immédiat, ben, on va continuer à faire ce qu'on fait. Tout d'abord, effectivement, il faut être convaincu qu'il y a une urgence. Les campagnes montrent beaucoup que le changement climatique est proche. C'est ce qu'on appelle la proximisation du changement climatique. Mais encore faut-il avoir montré que le fait que de montrer aux gens que c'est proche de nous, ça pousse les gens à agir. Les raisons qui font qu'on agit ou qu'on n'agit pas, elles peuvent être de l'ordre plutôt, on dit, motivationnel. Il faut avoir le désir d'agir. Et tout ce qu'on appelle nous des déterminants du comportement compilés vont permettre de comprendre pourquoi, dans un cas donné, pour une population donnée, les gens vont agir ou ne pas agir. On a une intelligence fabuleuse, mais le problème c'est qu'on dirait qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Alors quand on regarde comment est constitué un cerveau humain, on s'aperçoit assez vite qu'il est formé de plusieurs parties. Il y en a une partie intelligente qui s'appelle le cortex cérébral, puis il y a une autre partie qui est au fond du cerveau, dans vraiment les entrailles du cerveau, qui s'appelle le striatum. Et le striatum, lui, sa préoccupation, c'est pas d'être intelligent, c'est de nous inciter à agir, de nous donner des envies, des désirs, des pulsions comme ça. C'est de manger, c'est de se reproduire, c'est de se donner de l'importance par rapport aux autres, pour mieux survivre aussi, et minimiser ses efforts et acquérir de l'information. Et comme nos ancêtres ont réalisé ces comportements en boucle, parce que ça leur donnait du plaisir, et on sait très bien d'où il vient le plaisir, il vient d'une molécule qui s'appelle la dopamine, qui est produite par ce striatum, eh bien on est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, c'est en train de devenir une menace vitale. L'incohérence de l'être humain, ce qu'on peut appeler véritablement
sa stupidité, c'est qu'on est fait d'un assemblage de deux parties du cerveau, une partie qui veut les choses sans limite et une partie très intelligente qui construit des machines au service de ses désirs illimités. Donc non, les gens ne sont pas cons. Il faut peut-être appuyer sur les bons leviers pour les pousser à avoir des actions qui vont permettre d'agir en faveur de l'environnement. Tout n'est donc pas perdu. Et de nombreux protecteurs de la planète ont déjà activé les bons leviers. Jeff et Mike sont des super-héros de l'environnement. Ils ont conçu un modèle de paille non pas à partir de pétrole, mais avec un produit agricole, de la paille. Aux manettes de leur moissonneuse-batteuse, ils sont fatals pour les plastiques à usage unique. Ils sont les Fatal Moissbat. Alors vous les gars, vous filez un coup de main à la planète. C'est grave. Mike et moi, on a mis au point un produit, la paille en paille, et en même temps, on a mis à jour une démarche. On essaye d'avoir l'impact le plus positif possible sur ce produit qui est extrêmement symbolique, puisque la paille, c'est le 5e déchet qu'on trouve sur les plages dans le monde entier. Et donc créer une paille en paille, revenir à des choses qui existaient avant pour pouvoir suppléer à cette problématique de plastique à usage unique, c'est effectivement quelque chose qui contribue à faire bouger les lignes. Alors concrètement, comment ça se fabrique ? Alors c'est tout simple, moi je cultive du seigle. Donc le seigle, c'est la variété de céréales qui est la plus propice pour faire des pailles. Donc là, exemple, on a des tiges de seigle donc, qui sont super grandes et c'est là-dedans qu'on va couper entre les nœuds pour récupérer nos pailles. D'abord, je fais une première récolte pour récupérer le grain. Donc je fais passer une moissonneuse moderne en hauteur pour récupérer les graines. Et ensuite, je passe avec celle-là. Ouais. Moins moderne. Moins moderne, ouais. Sans moteur. Ouais. Et ça s'appelle une moissonneuse lieuse, donc ça date des années 40, donc c'est l'ancêtre de la moissonneuse moderne. Et c'est ce qui permet de récolter les tiges sans les casser. Concrètement, pourquoi vous vous êtes mis à ça ? Est-ce que vous avez une espèce de crainte de l'avenir et vous vous êtes dit qu'il faut qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice ? Complètement, ouais. Sur les spots de surf par exemple à la mer ou en montagne, quand on est tout en haut de la montagne, on retrouve des déchets partout. Mike et moi, tous les deux, on est surfeurs et donc on a cette conscience environnementale du fait qu'effectivement sur les spots de surf aujourd'hui, il y a beaucoup de pollution plastique et de plus en plus. Et donc, voyant ça, je me suis dit, tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, il y a ce plaisir de travailler sur une nouvelle mini-filière agricole. Mais en même temps, il y a effectivement cette envie d'avoir un impact sur les choses et de pouvoir proposer un produit qui soit une vraie alternative aux usages habituels des plastiques à usage unique. C'est au moment où Jeff et Mike ont réalisé que leur plage de surf était polluée qu'ils se sont décidés à agir. Ne serait-ce pas là un des leviers pour l'action ? Là où il se fait des choses, c'est que finalement, les gens y trouvent leur intérêt propre. Parce que les gens se battent à la fois pour l'environnement et pour eux. C'est-à-dire pour leur milieu de vie, pour continuer à vivre et si possible à vivre mieux. Mais il existe aussi d'autres déclencheurs. Les personnes vont être poussées à agir lorsque tout d'abord elles ont connaissance du comportement majoritaire qui est fait dans leur groupe de référence. C'est-à-dire que si je veux amener quelqu'un à faire des économies d'énergie, et si je lui donne une information sur la consommation du quartier, ça va avoir plus d'effet que si je lui donne une consommation sur le gain économique. Il va y avoir des leviers après qu'on appelle, nous, identitaires. Quand tu vas étiqueter quelqu'un en lui disant « Tiens, toi, tu es quelqu'un en fait, qui est vraiment intéressé par le climat, par l'environnement », ça l'amène après à avoir des comportements qui peuvent être plus en cohérence avec l'étiquette que tu lui as entre guillemets collée. Les gens en fait ont l'intention de faire, alors pour ceux déjà qui ont une conviction un peu ancrée, mais pour autant, ils passent pas à l'action. C'est parce que ces gens-là, on va leur donner le pourquoi il faut agir contre l'environnement. Oui, effectivement, c'est embêtant. Mais souvent, pour amener les gens à agir, il faut mieux focaliser sur le comment tu fais. Ça tombe bien, on a encore plus d'1 heure de film et des exemples concrets de comment agir, on va en voir tout plein. Mais avant de continuer, essayons de comprendre comment on a pu en arriver là. Alors aujourd'hui, le problème, c'est que la logique économique, elle prime un peu sur tout et que les pailles en plastique, elles sont bien moins chères que les pailles en paille. La paille en plastique n'a pas de prix.
C'est ce que je dis d'habitude, c'est-à-dire que ça vaut 0,0000. En fait, même les limonadiers les donnent aux bars et aux restaurants avec lesquels ils travaillent. Par contre, si ça n'a pas de prix, ça a un coût et le coût il est environnemental. Donc ce qu'on n'a pas payé quand on a acheté la paille, on le paye après parce que les dégâts environnementaux sont colossaux. Alors que nous, avec notre démarche, effectivement, on a un prix de la paille en paille qui est cher, mais il permet justement d'éviter tout impact négatif. Au contraire, on ne fait que du positif. Lorsque nous utilisons une paille en plastique, nous ne nous rendons même plus compte de la consommation d'énergie et de matières premières qu'il a fallu pour la fabriquer. Pour mieux prendre conscience de notre consommation de ressources naturelles au quotidien, imaginons que nous remplacions l'énergie par des serviteurs. Combien de serviteurs faudrait-il pour préparer un simple café ? Combien pour aller chercher l'eau à la rivière ? Pour couper le bois pour chauffer l'eau ? Et combien d'hommes se relayeront jusqu'au Togo pour chercher les grains de café ? Si nous devions maintenir notre niveau de vie en substituant l'énergie par des esclaves, chacun d'entre nous aujourd'hui serait à la tête d'une légion de plus de 300 serviteurs. Alors comment faire baisser l'empreinte climat du buveur de café ? Il maîtrise la puissance du soleil pour torréfier sans carbone. Il est torréfactor. Alors, explique-nous comment tu permets de réduire l'empreinte carbone du buveur de café. Alors le café du résistant, c'est un produit là, que je suis en train de développer. Pendant la guerre, en fait, il n'y avait plus de café pour la population. Les gens ressortaient des recettes qu'ils avaient fait avant et ils torréfiaient tout un tas de graines locales. Et donc, je torréfie des lentilles vertes, des pois chiches, etc. Je fais un café à base de ça et ça fait vraiment du café, ça a la couleur du café. Ça a un goût de café, en tout cas, autant que le café peut varier en goût. Donc non seulement c'est des graines locales, donc il n'y a pas besoin de dépenser de CO2 pour aller les chercher, mais en plus c'est torréfié avec l'énergie du soleil et pas de CO2 du coup pour torréfier. Moi j'utilise un concentrateur solaire Lightfire pour torréfier et cuire du pain. La machine en fait elle suit le déplacement du soleil tout au long de la journée, donc elle se déplace sur un arc de cercle. Et puis on a aussi les rangées qui pivotent en fonction de l'élévation du soleil. Et l'idée c'est à chaque instant de renvoyer les rayons du soleil dans le four pour le chauffer et puis on peut monter jusqu'à 350 degrés avec ce four. Et ben on n'a pas un gros soleil mais déjà ça chauffe bien. Ah oui, c'est chaud là. C'est pour ça que t'as des gants. Bah oui, sinon on se brûle. Donc ça c'est le tambour de torréfaction. Hop. Tu me dis stop hein. On peut tout mettre. Je suis un stagiaire, hein, je suis amateur moi. Mais alors ça rigole pas parce que c'est la seule machine qu'il y a en France et c'est made in Normandie. Ben voilà, Neoloco c'est vraiment la première activité artisanale d'Europe à utiliser ce genre de concentrateur solaire. Il faut changer d'image sur le soleil de Normandie, il y a suffisamment de soleil pour faire tourner des activités. Il y a des produits de grande consommation comme le café dont il est très difficile de se passer. C'est presque comme une addiction. Alors chaque acte de consommation, en fait, vient stimuler notre striatum qui libère de la dopamine, qui est la molécule du plaisir. Que ce soit consommer un gros hamburger, donc ça vient satisfaire le besoin de manger pour survivre, parce que c'était important de ressentir du plaisir à chaque fois qu'on allait chasser un mammouth. Sinon, on n'aurait eu aucune raison de recommencer. Donc là, il y a un mécanisme très très robuste qui s'est transmis jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit un habit griffé, une paire de baskets de marque, une automobile, on rehausse notre statut social, ça libère de la dopamine. Donc ces actes de consommation vont toujours provoquer de la libération de dopamine dans notre striatum. La surconsommation de vêtements est un magnifique exemple de notre capacité à dilapider les matières premières. Tu sais, il y a des pubs, on voit des gars, des filles, là, ils récupèrent un nouveau pull, ils achètent une nouvelle chaussure, ils sont en train de hurler, tout ça. Ouais. C'est à cause d'eux, ça. Et ouais, ils mettent ça une semaine et puis hop, ça va cheniller. Il fait barrage de son corps pour sauvegarder les ressources planétaires. Textilman, main de feu. Qu'est-ce que l'association Agir, elle fait ? On collecte les textiles dans tout le département de l'Orne. On a une centaine de conteneurs sur le département. Donc on a des chauffeurs qui partent tous les jours en tournée pour ramener la matière. On collecte sur chaque site, on a 2 sites, à Alençon et à Flers. On collecte sur chaque site environ 2 tonnes par jour de textiles.
Et ça correspond à combien d'habitants, enfin combien de kilos par habitant? Un citoyen jette 5 à 6 kg de textile par an. Et nous, on doit en récupérer environ 2,5 kg, 3 kg. Bah dis donc, c'est magnifique, il y a vraiment de tout ici. Hein. Bah ouais, là c'est les pulls de Noël. C'est vrai que souvent, en fait, quand on collecte, on est obligé de stocker pour vendre plus tard, puisque là, par exemple, on a dû avoir ça au mois de janvier, on le ressortira qu'au mois de décembre l'année prochaine. Ah, c'est selon les saisons, d'accord. Voilà. Fabien, on dit que l'industrie du textile et du prêt-à-porter, c'est une des industries les plus polluantes au monde et donc une des moins bonnes pour le climat. Pourquoi ? Bah, notamment parce que la matière textile souvent vient de loin, notamment des pays d'Asie, donc il y a le transport qui est très polluant. Il faut savoir aussi que par exemple pour fabriquer un jean comme ça, c'est plus de 10 000 litres d'eau de A à Z. 10 000 litres d'eau ? Ouais, 10 000 litres. Ouais. Et puis il y a aussi tous les produits chimiques qu'on utilise pour la fabrication des textiles. L'idée, c'est vraiment d'aller se jeter sur le seconde main, d'aller acheter des vêtements. Vous réutilisez le textile, donc ça évite de fabriquer à nouveau, ça évite la pollution. Nous, ça nous permet de donner un support à nos salariés en insertion pour avoir du travail. Donc tous les voyants sont verts. Hein. Une belle chemise rouge comme la mienne en boutique, ça coûterait combien ? Dans les 2 €. La moyenne des articles à Agir, c'est 2 € environ. Ah, ça vaut le coup. Ouais. On fait de l'escalade ? Ouais. Ce qui est valorisable et ce qu'on peut mettre en boutique, c'est environ 10% de la matière collectée. Ça va donc aller en boutique, que ce soit à Alençon ou à Flers. Et 90%, ça va où ? La grosse majorité va chez GBTEX, notre preneur, qui lui a derrière d'autres filières de recyclage. Quand j'étais petit, au milieu des années 80, mon père il bossait dans une usine d'électroménager. Et il est rentré un jour super content à la maison parce qu'ils allaient produire les micro-ondes. Et à l'époque, au début des années 80, il n'y avait pas encore de micro-ondes dans toutes les cuisines. Il était heureux parce que ça allait créer de l'emploi et puis il y allait des chaînes qui allaient pouvoir se monter. Et il a ajouté qu'ils avaient créé un besoin. C'est-à-dire qu'on avait un produit qu'on n'avait pas et du coup les gens allaient tout soudain en avoir besoin. Et j'étais pas vieux, mais je me rappelle que ça m'avait perturbé ce truc-là. C'est-à-dire que on était heureux, on avait besoin de rien et tout à coup on nous a fabriqué un besoin et on est devenu malheureux. Mais c'est quoi le problème avec ça ? C'est quoi la logique ? Pourquoi est-ce qu'on se crée des besoins ? Du café ! J'ai du café ! J'ai du café ! Café ! J'ai du café ! Café ! En fait, c'est pas que tu crées un besoin, c'est que tu vas amener les gens à se focaliser sur le micro-ondes, d'accord ? Mais si ça n'avait pas été le micro-ondes, ça aurait été autre chose. Tu mets, je sais pas, un groupe d'enfants qui va jouer ensemble, tu vas mettre... donc les ressources vont être limitées, tu as un trophée, c'est ça qu'on appelle ressources limitées, ça peut être n'importe quoi, un Pikachu, un micro-ondes, et ben les gens vont en fait se retrouver, les enfants, à se battre pour aller récupérer le Pikachu. Avec ce Pikachu, tu dis, mais tu leur as donné, s'il n'y avait pas eu le Pikachu, alors ben, ils auraient été tout tranquilles, tout heureux. Non, c'est faux. Ils auraient trouvé autre chose que le Pikachu dans une situation où de toute façon les ressources sont limitées. Si on prend l'exemple du moment où les fours à micro-ondes sont arrivés, là c'était la promesse d'avoir une activité habituellement qui prenait du temps, le fait de cuisiner, qui d'un seul coup se trouve réduite à quelques dizaines de secondes, on appuie sur un bouton. Là c'est l'attrait de la rapidité, parce que notre striatum qui nous donne de la dopamine est incapable de se projeter dans l'avenir lointain, il n'aime pas attendre, il est fondamentalement impatient. Et le problème, c'est que l'avenir pour le micro-ondes, c'est ça. Des tonnes de déchets électroniques avec obsolescence plus ou moins programmée. Mais heureusement, en Normandie, un super-héros veille. Grâce à son pouvoir magnétique, il redonne vie aux déchets électriques. Docteur Électro. Ça me va bien, hein ? Moi, je trouve que ça met mes yeux en valeur. Avec les vêtements, il y a un autre produit de grande consommation qui fait beaucoup de déchets, c'est tout ce qui est appareil électrique et électronique. Et justement ici, on les recycle. On va voir Fabien qui va nous expliquer comment ça marche. Alors dans cet univers-là, il y a beaucoup de R, recyclage, réemploi. C'est quoi la différence entre tous ces mots ? Le recyclage, c'est un terme générique qui comprend tous les autres mots en fait. On commence par le réemploi, même si la priorité c'est de ne pas produire de déchets, j'insiste beaucoup là-dessus, même si c'est mon activité, moi j'aimerais bien que personne ne produise de déchets. Donc le réemploi, c'est redonner une deuxième vie à l'équipement tel qu'il a été conçu. La revalorisation, c'est redonner une valeur à l'équipement, en tout cas à des parties, à des fragments de ces équipements. Donc en fait, quand on vient démonter ces équipements, on vient redonner une valeur, soit à la matière,
soit une partie de cette matière qui a composé cet équipement. Alors on s'aperçoit qu'ici, on collecte de plus en plus de déchets, en partie dû au fait qu'on consomme de plus en plus vite. Chaque année, on remarque une augmentation des flux de 5 à 7%. Donc sur des tonnes, hein, c'est tout de suite important. On pourrait avoir le sentiment qu'une fois nos déchets mis à recycler, le problème est réglé et que l'impact sur l'environnement est nul. Cependant, il n'en est rien. Le recyclage permet bel et bien de limiter notre impact sur la planète, mais il a ses limites. Le carton recyclé, maintenant, il faut payer pour qu'il soit recyclé. Est-ce que dans les matières des déchets électriques et électroniques, c'est la même chose ? Malheureusement, oui. On remarque depuis un certain temps une consommation de plus en plus importante. Et à force de surconsommer, on vient mettre en circulation de plus en plus de matière transformée. Et quand ça arrive en fin de vie, ça arrive chez moi. Et au moment où je le recycle, les personnes à qui je vais les vendre vont me dire « non, malheureusement, j'en ai déjà beaucoup. Et je ne vais pas te proposer un tarif de reprise, je vais te dire que ça coûte de l'argent. » Ici, 2000 téléphones. Ils proviennent tous de la même société. Ils sont tous en état, c'est juste que l'équipement a été renouvelé. Il y a donc mieux à faire, notamment en traitant le problème en amont. On a tendance effectivement à surconsommer. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment réfléchir aujourd'hui. Est-ce qu'on a réellement besoin de changer ces équipements tous les 2 ans ? Alors ça, c'est le point de vue consommateur. Le point de vue du producteur, et là je sais qu'on avance d'un point de vue réglementaire sur ces notions d'obsolescence programmée, c'est peut-être proposer des équipements qui ont une durée de vie plus importante et aussi des équipements que l'on peut réparer. Et pour ça, il y a un mot-clé, éco-conception. Avec l'éco-conception, on va encore plus loin. On va demander aux fabricants de concevoir son équipement de telle sorte qu'il ait une durée de vie plus importante, d'une, et de deux, dont les matières puissent être réutilisées, réemployées à chaque fois qu'il est démonté, qu'il est réutilisé. Mais lorsqu'on va au bout de la réflexion, c'est quoi la véritable solution ? Il faut revoir l'ensemble du système et au bout du bout, ou plutôt au commencement du commencement, peut-être revoir nos modes de consommation pour éviter ça. Parce que là, tout le monde est perdant. L'ensemble des acteurs de la filière et également la planète. La consommation, c'est la clé. Oui, toujours. Le déchet électrique et électronique le mieux recyclé, c'est celui qu'on ne consomme pas. Tout ce qu'on raconte là, ça me fait venir une petite réflexion. Dis-moi si je me trompe. Si on a des appareils électriques et électroniques qui durent plus longtemps, notre maison elle est tout le temps équipée de ces appareils-là. Mais du coup, on a moins besoin de les acheter, on a moins besoin d'argent, on a peut-être moins besoin de travailler, c'est peut-être une clé, non ? Alors ça c'est une grande question, je ne sais pas si je pourrais y répondre très simplement. Moi j'aurais tendance à dire que peut-être que l'argent que l'on ne met pas sur ces changements d'équipement, peut-être qu'on pourrait le mettre ailleurs, sur ce soit des divertissements, pour se reposer, pour aller voyager, faire plus de choses avec ses enfants, enfin voilà, d'une autre façon de consommer effectivement. Perso, je crois que je vais rester chez moi à rien faire. Si aujourd'hui on avait dans nos maisons l'équipement qu'on avait au début des années 90, souvenez-vous, derrière la télé il n'y avait qu'une seule prise. Aujourd'hui il faut une multiprise pour mettre tous les appareils dont on a besoin. Et bien avec les gains en productivité qu'on a obtenus depuis l'époque dans les usines, dans les industries, on aurait besoin de travailler seulement 3 jours par semaine au lieu de 5. Et depuis cette époque, on a fait le choix de travailler autant pour avoir plus, plutôt que de travailler moins pour avoir autant. Est-ce que c'est bien nécessaire d'accumuler autant de bazar ? Sincèrement, où est-ce qu'on se sent le mieux ? Dans cette maison-là ou dans cette maison-là ? La maison de nos ancêtres au 19e siècle contenait environ 300 objets. Aujourd'hui, nous en possédons plus de 10 000. Si on arrive difficilement à rendre visible le lien entre réchauffement du climat et surconsommation, on peut au moins se demander si consommer jusqu'à l'absurde améliore vraiment notre qualité de vie. Voici Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel de la paix avec le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En gros, le maître Yoda de la lutte contre le changement climatique. Et quand Yoda parle, écoutez, tu dois. Le climat que nous connaissons aujourd'hui est celui que nos collègues modélisateurs avaient anticipé il y a une trentaine d'années. Et ça doit nous inviter à prendre au sérieux ce que ces mêmes modélisateurs, cette même communauté envisage à l'horizon 2050 et au-delà. Et c'est bien ça le message. Prenez-nous au sérieux. Et comment évoluera la température en Normandie ? Les pics de chaleur
augmente 2 à 3 fois plus rapidement que les températures moyennes. Donc vous voyez, si on parle d'un réchauffement de 1 degré d'ici 2050 en Normandie, eh bien les records de chaleur pourraient augmenter de 2 à 3 degrés. Donc on pourra arriver peut-être ponctuellement à la fois dans le temps, sur quelques jours et aussi dans l'espace, à peut-être dépasser 45 degrés en Normandie quelquefois. Nous autres Normands pouvons nous enorgueillir d'être la deuxième région de France dotée d'un GIEC régional pour mieux préparer l'avenir. Ce GIEC normand, c'est important, je pense. Cet aspect régional est important dans les actions à mettre en œuvre. Je l'ai dit, beaucoup des actions, en tout cas l'urbanisme, la mobilité, c'est vraiment au niveau des régions, des métropoles, mais les régions sont vraiment à la bonne taille. Et ce GIEC normand a été mis en place par plusieurs experts dont fait partie Benoît Léniel. L'idée du GIEC normand, c'est dans un premier temps de faire un état des connaissances. Qu'est-ce que le changement climatique en Normandie et ses conséquences? Ensuite, de réfléchir, ça ce sera la deuxième phase, à des mesures d'atténuation que l'on prend déjà, mais surtout des mesures d'adaptation. Parce que autant l'atténuation peut se réfléchir à différentes échelles et les États sont vraiment importants pour les mesures d'atténuation, mais autant pour l'adaptation, c'est à cette échelle-là qu'il faut travailler. Il canalise l'énergie tellurique des 4 éléments pour la redistribuer à l'humanité sans nuire à la planète. Dynamo. Cyril, tu es membre de Enercop et à Enercop, on fabrique de l'énergie zéro carbone. Ça veut dire quoi ça? On fabrique et on la revend. Donc on utilise uniquement les sources renouvelables d'énergie. L'eau, le vent avec l'éolien, les rayons du soleil avec le photovoltaïque et la biomasse, tout ce qui est déchets organiques. Et en quoi ces énergies-là, elles sont bonnes pour le climat? Elle utilise déjà des sources qui sont renouvelables, très peu émettrices de substances toxiques pour l'environnement, peu d'émissions de CO2. Parle-nous du barrage qu'il y a derrière. Explique-nous comment il marche. Donc il utilise le courant d'eau de l'Orne. Et donc Enercop rachète la production d'électricité et a l'obligation en tant que fournisseur d'acheter plus d'électricité que ses clients consomment. Alors Enercop, c'est un producteur d'énergie qui a un fonctionnement particulier parce que tout le monde peut participer? C'est ça, c'est un fournisseur d'électricité qui est coopératif. L'énergie est un bien commun, donc elle doit être gérée de manière communautaire, donc par des collectifs. D'où le format coopératif. Et donc nos clients peuvent aussi devenir sociétaires de la coopérative en fait. On considère réellement qu'une transition énergétique ne se fera que s'il y a une quantité de citoyens suffisamment importante qui va s'approprier les enjeux et s'engager pour quitter les sources d'énergie fossiles et fissiles et éviter, en tout cas retarder les échéances climatiques qui vont malheureusement s'aggraver. Alors on voit qu'il y a différentes sources de production d'énergie, mais c'est quoi la plus propre? Celle qu'on ne consomme pas. Quand il y a eu Fukushima au Japon, ils ont pu arrêter tous les réacteurs du pays en faisant de la maîtrise de l'énergie, en éteignant les panneaux publicitaires en ville. Il y a tellement de choses qui restent allumées ou branchées pour strictement rien. Quand on apprend à aiguiser son œil là-dessus, c'est hallucinant, le gaspillage. Nous, on veut un mode de vie qui soit périn. Et je pense que si on continue là à bousiller, à tout cramer, là on n'a rien de temps, c'est sûr que la bougie, on la retrouvera, parce qu'on n'aura quasiment plus rien. Que si on gère l'énergie sur le long terme, avec peut-être pas d'excès, au moins on en aura plus longtemps. Et puis les sources sont renouvelables en fait. C'est ce côté infini qu'on a du mal à s'envisager avec notre cerveau humain. Le pétrole, il n'y en a plus dans 50 ans. L'uranium, le pic aussi, il est passé. Il faut changer le modèle énergétique. Là où le bas blesse, mais tu vas m'expliquer pourquoi, à Enercop, le kilowattheure, donc les énergies renouvelables, le kilowattheure coûte plus cher. À qui on compare? Si on compare aux autres fournisseurs en France, on est plus cher. Notre coût était à 30% plus cher que la moyenne il y a une dizaine d'années. Là, on est à 15%. Mais si on compare au prix européen, on est au même prix
que le prix européen, voire un petit peu moins cher que la moyenne. Donc en fait, c'est le référentiel français qui fait qu'on est plus cher, et le référentiel français est surtout basé sur la production électronucléaire. Cette électricité n'est pas vendue à son prix réel. Elle devrait être vendue 5 à 6 fois plus cher en fait qu'actuellement. Tous les coûts de la filière ne sont pas inclus dans le prix. Par contre, l'électronucléaire est financé par les impôts. Ce qui est demandé aux personnes qui achètent l'électricité, c'est une participation, c'est pas un prix. Tu veux dire que quand on paye l'électricité nucléaire, quelque part, on la paye aussi via nos impôts? Tout à fait. Ah ouais, que là, c'est le tarif réel. Bah moi, il y a un truc dont je suis persuadé, c'est que l'écologie, c'est rien d'autre que de l'économie, mais sur le long terme. C'est souvent l'économie et la finance qui bloquent. Or, il est clair qu'en termes financiers, il vaut mieux agir que ne pas agir et que les coûts seront certainement moins importants à agir maintenant que faire face aux catastrophes. Pour l'économie mondiale, il faudra mettre 6 000 milliards de dollars chaque année pour lutter contre le réchauffement climatique, pour en prendre la mesure. C'est important. Au niveau de l'Europe, c'est plus de 1 000 milliards. C'est d'ailleurs ce qui nous avait servi comme slogan avec Pierre Laroutourou. On a bien mis 1 000 milliards pour sauver les banques, on peut mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Quand on a lancé, il y a maintenant 5-6 ans, le pacte finance-climat. Donc nous, on propose des financements différents. On propose par exemple de taxer la spéculation. Pierre Laroutourou imagine un pacte finance-climat pour créer un impôt européen sur les bénéfices. Chacun de nous, quand il fait ses courses, paye de la TVA. Tout le monde paye une TVA à 5,5%, mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0. Donc nous, on se bat, et si on taxe un peu la spéculation, 0,1%, on a 50 milliards chaque année, 50 milliards au niveau européen. Les gilets jaunes peuvent être rassurés, on ne demandera pas un centime. Par contre, ils recevront une aide pour isoler leur maison ou pour faire des transports en commun dans leur commune. La bataille pour le climat ne pourra jamais être gagnée sans que le monde de la finance et les forces politiques ne s'investissent pleinement. Certains disent que c'est juste par des changements personnels qu'on va gagner la bataille du climat. C'est faux. On voit bien que ça ne suffit pas, qu'il y a besoin d'un changement beaucoup plus radical et qu'il y a besoin d'une aide de l'État. Et puis il y a des choses au niveau municipal ou au niveau régional. Eh bien justement, focalisons-nous sur la plus petite échelle politique, la commune. La mise en place d'une filière de recyclage ou l'implantation de panneaux solaires sur le toit de l'église, par exemple, se décide au niveau des communes. Les conseillers communaux et surtout le maire disposent d'une marge de manœuvre immense pour appliquer une politique bénéfique pour l'environnement. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'un homme politique doit s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Celles et ceux qui aujourd'hui ne portent pas un projet en lien avec les enjeux de transition, quels qu'ils soient, font perdre du temps à leur territoire et à leurs habitants. Il n'y a plus le choix. Il faut vraiment y aller. Il montre le chemin à ses troupes vers un avenir meilleur. Général Malonnet. Guillaume, vous êtes le maire de Malonnet. Pourquoi est-ce qu'on dit que Malonnet, c'est une ville exemplaire en matière de gestion de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique ? Malonnet, c'est le petit poussé de la transition énergétique en fait. On est une toute petite collectivité avec des moyens financiers et humains plutôt limités. Donc en fait, on fait la démonstration qu'on peut être dans l'exemplarité et dans l'innovation sur les enjeux de transition alors qu'on est justement une petite collectivité. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'expertise technique, c'est avant tout une question de volonté. Alors ça se passe tellement bien à Malonnet qu'il y a d'autres communes, d'autres maires qui appellent à l'aide. Allô, Général Malonnet, comment on peut faire pour faire ça chez moi ? Ah ouais, ils nous appellent à l'aide, ils nous appellent surtout pour avoir des conseils, puisque les autres se disent ils ont réussi là-bas, ça doit être possible aussi chez nous. Et donc oui, de plus en plus, on accueille des groupes en visite sur la ville pour leur montrer quel a été le cheminement, comment on a fait, quel financement on a mobilisé aussi, et leur montrer que nous, on a débroussaillé un peu le chemin et qu'il est tout à fait possible maintenant pour eux de l'emprunter. Et voici un fait étonnant, et même central. L'écologie ne coûte pas cher. C'est justement l'inverse, puisqu'il s'agit de réduire la consommation. La ville avait quelques difficultés financières, justement. Et on s'est posé la question de voir comment on pouvait faire des économies. Et une des principales dépenses, c'était l'énergie. Le carburant pour les véhicules, l'électricité, les dépenses d'eau. Quels sont nos leviers d'action pour faire quelques économies ? Et à partir de là, on a commencé à travailler la facture énergétique de la commune. La facture d'énergie de la commune de Malonnet, il y a un peu plus de 10 ans, c'était grosso modo 275 000 €. Si on n'avait rien fait, aujourd'hui, on aurait une facture de 500 000 €. Aujourd'hui, en 2020, notre facture, c'est 200 000 €.
C'est donc la démonstration qu'on a réussi à contenir les augmentations de prix, mais aussi à diminuer la facture d'énergie. Sachant qu'un quart de l'électricité produite en France est destinée au chauffage, l'isolation est le plus sûr moyen de faire des économies. L'autre jour, j'étais à Grenoble, il y a un monsieur qui vit dans un HLM depuis 15 ans, et il disait, ça fait 3 ans qu'on a isolé le HLM, d'abord c'est plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, et puis il disait, j'ai fait mes calculs, je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 € chaque année. Si on isole les maisons, si on isole les appartements, chacun va y gagner. Ce sera bon pour la compétitivité globale, ce sera bon pour la planète, ce sera bon pour le pouvoir d'achat de chaque famille. Ouh là là, attends. Pouvoir d'achat ? Pouvoir de consommer les ressources naturelles, les espaces naturels, l'énergie, tout ça ? On est vraiment sûr que c'est la solution, ça ? Si on permet à des gens de faire des économies d'énergie et donc d'avoir davantage de pouvoir d'achat, il faut faire en sorte que ce pouvoir d'achat supplémentaire ne puisse pas être utilisé à des choses qui détruisent la planète. Enfin, ça me semble évident. Donc si vous faites des économies sur vos factures de chauffage et que vous employez cet argent pour prendre l'avion plus souvent, la planète n'y gagne strictement rien. Je pense que le pouvoir d'achat, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Si c'est pour un peu plus de pouvoir d'achat, je prends l'avion pour aller passer un week-end à l'autre bout de la planète, ça c'est stupide, voilà. Vouloir réguler le transport aérien par une augmentation de prix, c'est pénalisant pour les plus pauvres et ça n'empêche pas les plus riches de continuer à consommer du transport aérien. Il serait plus juste socialement de rationner le transport aérien, de considérer que tout citoyen, toute citoyenne a un certain quota de mobilité aérienne qu'il peut utiliser au cours de sa vie et qui ne peut pas être franchi. Mais alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ? Est-ce que finalement, on n'aurait quand même pas le droit de consommer comme bon nous semble ? Notre mode de vie n'est pas négociable. Justement, nous allons à la rencontre de ceux qui veulent faire autrement. On a envie de polluer et bien la pollution, c'est de l'emploi. Et qu'est-ce qui compte le plus ? La santé de la planète, la santé des gens ou la santé économique ? La santé économique, voilà. Voilà, le PIB a besoin de vous parce qu'en ce moment, on a une toute petite PIB. La bonne parole travaille, obéit et consomme. Une petite vérification de Rolex qui a réussi sa vie. On va vous redonner du pouvoir d'achat, madame. Vous êtes à la retraite ? Vous allez travailler ? Oh oui. Du fait, du fric et du saint crédit. Amen. Ton père. Quand on parle de neutralité carbone à horizon 2050, ça sous-tend qu'en France, on diminue par 6 nos émissions en espérant que, disons, l'absorption par nos forêts, par nos sols, soit multipliée par 2 entre 2020 et 2050. Et l'agriculture a un rôle très important à jouer dans cette augmentation du puits lié à notre biosphère continentale en France. Mais évidemment, là, il ne s'agit pas de n'importe quelle agriculture. Alors on est à Saint-Ursin, dans le Sud-Manche, sur notre petite ferme maraîchère bio. Par la sainte puissance de sa barbe, il fait jaillir la vie du sol. Barbe verte. En quoi le bio, ça file un coup de main au climat ? On est sur une exploitation, là, on a une énorme biodiversité parce qu'on a plein de haies et qu'on stocke du carbone autant qu'on peut en replantant des arbres et qu'on n'utilise pas. On essaye de ne pas utiliser trop de pétrochimie. Hein. On ne sera pas parfait parce qu'on a toujours des serres, on a des bâches, on a quand même un petit tracteur. On essaye d'aller dans le bon sens et je pense que si on est plein de petites exploitations comme ça, on y arrivera. Hein. Dans cette philosophie de tout ce que vous avez mis en place, toi et ta femme, tu m'as parlé de low-tech. Qu'est-ce que c'est low-tech ? Low-tech, c'est une technologie accessible à tout le monde avec peu de matériel, peu énergivore aussi. Qu'est-ce que tu as comme équipement low-tech ici ? Alors on a Ginette la binette en low-tech. C'est un porte-outils à pédale. C'est autoconstruit en fait pour un stage avec l'atelier paysan qui nous aide, nous petits paysans, en fait, à être autonomes sur la création de nos outils et sur les réparations. Et à créer des outils qui n'existent pas dans le commerce. Hélène n'est pas la seule femme de ta vie ? Non. J'avoue, la Ginette. C'est un vélo tracteur ? Ouais, on peut à peu près dire ça, quoi. Il nous sert beaucoup en transport,
remorque, plateau, et à travailler avec les outils qui sont en position ventrale en dessous. Ouais, mais quand même, c'est une machine, ça marche avec un moteur, ça pollue. Ah bah rien n'est zéro, bilan zéro, j'y crois pas forcément, mais on essaie d'aller dans le bon sens là. Il y a un petit panneau solaire depuis 1 an, qui a été sauvé de la poubelle d'ailleurs, et qui recharge les 4 batteries. Ouais, donc je te charrie, mais en fait, énergétiquement, c'est tes mollets et le soleil. C'est ça. Il est fort. Toujours dans les idées de low-tech, là on est en plein dedans, quoi. On a récupéré un peu de pièces de vélo, 4 bouts de ferraille et puis et on a un outil qui revient à quelques centaines d'euros alors que dans le commerce ça existe en motorisé et on passerait à des tarifs à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros. Quoi. Et là, aucune énergie à pouvoir les moller, on est pas mal. Ça nous permet de travailler allongé par-dessus les planches de légumes, donc on peut désherber, on peut récolter, on peut repiquer aussi. On recherche l'ergonomie et puis un confort de travail qui nous soulage un peu parce que le maraîchage, on en a plein le dos quoi. Et si j'ai bien compris, tu n'étais pas destiné à être agriculteur, tu viens pas du milieu agricole. Non, pas d'agriculteur dans la famille, j'étais graphiste avant. Ouais. Et nous voilà arrivés là. Et avant de faire ça, t'as fait un truc de fou avec ta petite famille. On a fait un petit tour d'Europe à vélo. À vélo ? Pendant 1 an, ouais. Avec les enfants dans les porte-bagages ? Non, chacun avait son vélo. Ouais ? Ouais. T'as une espèce de philosophie de vie qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Ouais. Une grosse envie de changement avant de partir. Ouais. Pendant le voyage, prendre le temps. Et à l'arrivée en France, au retour, de changer complètement de mode de vie. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui changent de vie. Ce sont des gens qui considèrent que la vie, c'est pas juste les 10 minutes qui viennent, mais peut-être les 50 ou les 100 ans qui viennent. Donc c'est une énorme maturité intellectuelle. Et ça apporte, je crois, une assise et un apaisement que la plupart d'entre nous ont du mal à concevoir. Il se passe alors un alignement entre ces deux choses que sont les valeurs et les actes. Et ça vient converger, encore une fois, vers la partie de notre cerveau qui demande du sens, le cortex singulaire antérieur, qui à ce moment-là enclenche un processus d'apaisement profond. Alors il y a des gens qui agissent dès ça pour sauver la planète. Qu'est-ce qu'ils ont compris de plus que ceux qui n'agissent pas ? Ce qu'ils vont recevoir en agissant pour la planète, d'accord ? C'est aussi bien quelque chose qui leur permet de se rendre compte que leur action collectivement sauve la planète, mais surtout, individuellement, ça va avoir des répercussions également sur leur bien-être. Est-ce que tu dirais que tu es plus heureux maintenant ? Ouais. Ouais. Pourquoi ? Alors c'est compliqué de ce métier-là, mais malgré tout, tous les jours, on est dehors, quoi. C'est notre petit bonheur. T'en as beaucoup qui vont trouver un espèce de bonheur facile avec du consumérisme. Et on a vu les ravages que ça peut faire. Toi, t'arrives à être heureux d'une autre manière. Ouais, alors on gagne pas beaucoup, effectivement. C'est pas ce qu'on cherche, de toute façon. Mais d'un autre côté, on a à bouffer à profusion. On a un réseau de producteurs bio là, dans le coin, et, avec de l'entraide, avec de l'échange, avec tout ça. Donc ce qu'on n'a pas en salaire, on le gagne, mais 1000 fois, quoi, en partage et en échange. Souvent, on entend, quand on parle de décroissance, moins de biens, plus de liens. T'es à fond là-dedans, toi ? Ouais, je pense, ouais. Le mécanisme de base de notre cerveau profond, là, de ce striatum, c'est de demander toujours plus, parce qu'au bout d'un moment, les plaisirs qu'on a deviennent la ligne de base. Et donc si on accepte de placer notre ligne de base de plaisir sur une consommation d'objets technologiques qui nous entourent, à ce moment-là, il va en falloir davantage pour ressentir quelque chose. Par contre, si vous forcez à posséder moins, ou à ne pas utiliser une voiture pour faire un trajet, le faire à pied, en courant, en vélo, votre ligne de base va se caler sur ce niveau de manque. Et sur cette nouvelle ligne de base, la moindre récompense sera vécue comme une libération de dopamine intense. Notre malheur, c'est que comme on est gavé en permanence, on ne ressent plus aucun plaisir.
Ça fait de nous des êtres malheureux qui sont obligés d'aller dans la surenchère pour se sentir exister. Et dans la surenchère, évidemment, on se détruit, on détruit les autres et on détruit la nature. Notre niveau de plaisir, la récompense en endorphine que nous livre notre cerveau, n'est pas proportionnel à notre niveau de consommation, mais plutôt à l'effort consenti pour obtenir satisfaction. La vue d'un paysage en haut de la montagne aura une saveur plus intense pour celui qui aura su apprécier la montée. 70% de nos concitoyens aujourd'hui, par exemple, qui vivent une contradiction entre leurs valeurs et leurs actes dans leur travail. Quand on ne vit pas de façon alignée entre ce qu'on croit et ce qu'on fait, on est en grand danger en fait. Parce qu'on vit dans ce qu'on appelle une dissonance cognitive qui entraîne un mal-être profond. Donc au contraire, changer sa vie pour accorder ses actes à ses valeurs, c'est s'épargner, c'est se protéger contre cette menace existentielle. Il y a du bonheur à sauver la planète en fait. Je crois que ça se voit, non? Tu trouves du bonheur à fond là. Bah, carrément, c'est trop bien. Moi, je suis dehors dès qu'il fait beau. Moi, je travaille autant les mains que le cerveau. Et j'ai beaucoup plus l'impression d'être ingénieur en faisant du pain au levain, pétri à la main, cuit dans le four solaire. Ingénieur, c'est pas utiliser des outils informatiques pour faire ce que tout le monde a déjà fait avant soi. Et finalement, on n'invente rien, on résout rien. Voilà. Merci. Ce qu'il faut questionner, en fait, c'est le sens de l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sens est complètement absurde du point de vue des besoins de l'humanité en général. On est vraiment comme les écureuils dans les petits trous, là. On fait tourner la roue de plus en plus vite parce qu'il faut toujours produire davantage pour vendre davantage de camelotes et assurer le profit pour les propriétaires de l'économie. Si on s'arrête là-dessus et qu'on y réfléchit, on pourrait vivre beaucoup mieux, avec beaucoup plus de satisfaction personnelle, de bonheur, si on travaillait radicalement moins, pour produire moins de camelotes, pour se déplacer moins, et pour utiliser ce temps libéré pour le jeu, pour l'amour, pour les relations sociales. On dit que les gens heureux sont des mauvais consommateurs. Parce que quand on est heureux, on est comblé. On a tout ce dont on a besoin. Et si le meilleur moyen de sauver la planète, c'était tout simplement d'être heureux, de se poser la bonne question, de quoi j'ai réellement besoin ? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ? Aujourd'hui, on a beaucoup de besoins qui sont des besoins artificiels, créés par la publicité. Il faut rompre avec ça, il faut satisfaire des besoins qui soient des besoins réels. Si on prend cette orientation-là, on aura besoin de travailler beaucoup moins et on aura besoin de consommer beaucoup moins. La réduction du temps de travail est une revendication majeure pour sauver le climat et pour sauver l'environnement en général. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça ? Qu'est-ce qui nous empêche de consommer moins pour trouver notre bonheur dans le temps libre ? Mais la joie réside dans la consommation, on ne le répétera jamais assez. Pour nous, les actionnaires, comment voulez-vous qu'on ait plus d'argent si vous ne consommez pas, les pauvres ? Pas de film de super-héros sans super-vilain. Alors, qui met l'humanité en danger ? C'est qui le super-vilain ? Alors, on voit qu'il y a différentes sources de production d'énergie, mais c'est quoi la plus propre ? Celle qu'on ne consomme pas. Alors, faut déjà penser à moins consommer. Clairement, le déchet électrique et électronique le mieux recyclé, c'est celui qu'on ne consomme pas. La surconsommation. T'as enfin compris. Vaut mieux tard que jamais, tu me diras. Consommane. Et son terrible super pouvoir d'achat. Pour vous servir. Pas de film de super-héros sans super baston. Et j'en ai marre d'être un gentil écolo. Pour que Eric gagne, tapez 1. Pour que Consommane gagne, tapez 2. Et oh les gars, c'est mon film, vous croyez quand même pas que je vais perdre ? Tu te débrouilles bien. Mais est-ce que tu pourras résister à ça ? Moins 50% sur les chips et gâteaux apéro.
Et un petit aller-retour pour Barcelone. 39 € l'aller-retour. Ouais, je sais, on a un peu limite niveau effets spéciaux, mais bon, on n'avait pas le budget non plus. Et le coût final? Super double combo Extra Max Burger. Tu veux la jouer comme ça? Sirop de violette, mon pote. Bio, local et sans colorant. Je suis peut-être pas un super-héros, mais j'ai quand même appris 2-3 trucs pendant ce film. À dos! Et voilà, les gentils ont gagné, les méchants ont perdu. Mais c'est pas un peu simpliste tout ça? Parce que finalement on est tous des consommateurs. On fait tous partie du problème. Mais ça signifie aussi que la solution est entre nos mains. Et ça veut peut-être même dire que le super-héros, c'est toi. Hey! T'es qui toi mon gars? Captain Normandie. T'as peut-être réussi à me vaincre, mais pas sûr que tu fasses le poids face à un autre super vilain. De qui tu parles? Je te parle du Tout-Puissant. On n'a pas le choix, man.